Quand on est devant une assemblée d'enseignants de maternelle, on ne peut pas se reposer les questions sur sa propre maternelle et sur celle de ses enfants. Et c'est vrai que j'étais plutôt en échec scolaire à l'époque. Donc c'est juste pour dire que ça arrive à des gens très bien d'avoir des difficultés à un moment donné ou à un autre de sa vie. Et je pense que ça vous est peut-être arrivé vous-même à un moment donné ou à un autre. Et je pense que il a été montré à la fois statistiquement, et vous connaissez peut-être le livre de Daniel Pennac, hein, qui s'appelle Chagrin d'école, dans lequel il raconte son autobiographie. Et lui, c'était un cancre qui s'est réveillé vers 20 ans. Il a eu genre 3 ans de retard au moment où il a passé le bac. Et sa mère pensait qu'il ne l'aurait jamais. Et ensuite, il est devenu enseignant. Et ce qu'il explique, c'est que quand on a été un ancien cancre, on sait se mettre à la place d'un élève en difficulté. Et donc, il a su accompagner des élèves beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. J'ai juste une slide à vous présenter sur la petite enfance. Donc, c'est une diapo que j'aime beaucoup parce qu'elle expose le fait qu'on est tous nés chercheurs. Donc, c'est une recherche qui a été faite à Berkeley, aux États-Unis, en sciences cognitives, et qui a montré en fait qu'on est tous nés chercheurs. C'est-à-dire qu'on est tous nés capables de faire des observations. On est tous nés capables de faire des hypothèses, on est tous capables de faire des expériences, on est tous capables d'analyser des données, on est tous capables de raconter ce qu'on a trouvé, et on est tous capables d'inviter les autres à reproduire ce qu'on a trouvé. D'accord ? Et donc, si c'est vrai de tous les bébés, c'est vrai de chacun d'entre nous, et c'est vrai de chacun de nos élèves. C'est vrai de chacun de nos enfants. Et donc, en fait, je pense la meilleure formation, en tout cas dans les meilleures universités, elle est toujours adossée à la recherche. Et donc, cette côté apprendre par la recherche, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis la naissance et on peut le faire à tous les âges. Et donc, on a effectivement ce projet qu'on a appelé les Saventuriers, qui est né dans une classe de REP+, en l'occurrence des CM1, CM2. Mais aujourd'hui, on a formé 20 000 enseignants et il y en a qui sont en maternelle, il y en a qui sont en lycée pro et tous les intermédiaires. Et à chaque fois, l'idée de base, c'est la même. On part de ce genre de choses. On part de la capacité de chacun d'entre nous à se poser des questions. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout à l'heure commencer par vous inviter à poser des questions. On part de nos questions et à partir de ces questions, ou les questions des plus jeunes, on essaye de trouver des solutions et on essaye de les trouver collectivement. Hein, parce que pour faire de la recherche, c'est d'autant plus facile qu'on n'est pas tout seul et qu'on a accès à des méthodes et à des collectifs et des outils qui vont nous aider à progresser pour ne pas réinventer la roue à chaque fois, mais gravir des épaules de géant pour voir plus loin, pour reprendre l'expression consacrée. Et donc ça, des enfants peuvent le faire. Donc il y a des projets de s'aventuriers en maternelle. On pourrait en parler si vous le souhaitez. Vous pouvez les retrouver sur le web. Il y en a un certain nombre qui sont bien documentés sur Twitter ou autre. Et cette capacité à se poser des questions, c'est vrai des enfants, mais c'est aussi évidemment vrai des enseignants. D'accord ? Et les pays qui savent faire réussir les enfants, y compris quand ils sont issus de milieux défavorisés, parce que finalement, faire réussir des enfants qui réussiraient sans nous, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais ceux qui savent faire réussir les enfants issus de milieux défavorisés ou qui peuvent avoir tout un tas de difficultés personnelles, sociales, médicales, ou affectives ou autres, c'est un défi. C'est un défi, je pense, pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans les pays qui savent les faire réussir, les enseignants se sentent responsables de chercher des solutions et ils sont accompagnés dans cette responsabilité. Il y a des collectifs d'enseignants, il y a éventuellement des institutions qui se mettent à leur service pour les aider à trouver des solutions. Et donc je pense que ça, c'est pour moi vraiment au cœur des besoins et de ce qu'il faut qu'on arrive à faire pour accompagner les enfants qui sont en difficulté et simultanément les enseignants. Et ça me permet de répondre au passage à certaines des questions qui ont été posées dans l'espèce d'avant-propos qu'on a fait avant que je prenne le micro. Effectivement, je pense que c'est l'enseignant qui devrait choisir les formations dont il a besoin. Parce que qui d'autre mieux que vous est placé pour savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment et comment faire face. Et donc je pense que enfin, ceux ou celles qui ont applaudi ont probablement un certain vécu derrière cet applaudissement. Et je pense qu'un lieu comme celui-ci, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est aussi un lieu de formation. En fait, je pense que c'est plus qu'un lieu de formation. Je pense que c'est un lieu de développement professionnel et de développement personnel. Et ce développement personnel et professionnel, il est au cœur, en tout cas il devrait être au cœur de la transformation du système éducatif. Il est au cœur de la transformation de chaque individu qui prend le temps de s'interroger, de se questionner, de se former, de chercher comment avancer, comment faire réussir ses élèves.
Et ça me semble absolument essentiel, mais si on est seul, c'est très difficile. Donc ici, vous êtes dans un collectif qui a su s'auto-organiser, donc je vous félicite, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas là, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette capacité de s'auto-organiser, et aujourd'hui, il y a de nouveaux outils numériques qui permettent de le faire plus facilement. Un certain nombre d'entre vous ont témoigné tout à l'heure du fait que le numérique pouvait les aider à trouver des ressources, les réseaux sociaux pouvaient les aider à trouver d'autres individus, mais la question... J'ai été amené à écrire des rapports même sur la société apprenante, en particulier pour Najat Vallaud-Belkacem et pour Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud. Et une société apprenante, c'est une société où quand quelqu'un se pose une question, quand quelqu'un apprend quelque chose, quelqu'un d'autre peut questionner, apprendre et innover plus facilement parce qu'on coopère, on est invité à partager nos questionnements, à partager nos apprentissages, à partager nos innovations. Et donc ça peut se faire, mais ça suppose, depuis toujours, on peut faire ça. Depuis toujours, au coin du feu, déjà, les hommes des cavernes et les femmes des cavernes pouvaient se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils avaient vécu dans la journée. Mais aujourd'hui, on peut le faire à des échelles sans précédent parce que le numérique nous permet de le faire et de le mutualiser quasiment instantanément à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de la planète, parce qu'il y a des Québécois, des Ivoiriens ou des Suisses qui se posent les mêmes questions. Donc on peut utiliser ces outils numériques beaucoup plus facilement et arriver à mutualiser les questionnements, à mutualiser les bonnes pratiques, à mutualiser les jeux, puisque c'est le thème que vous avez aujourd'hui. Et tout ça, à mon avis, c'est très important. Au passage, une petite digression sur le jeu. Le biologiste que je suis peut vous dire que tous les animaux qui ont un cerveau relativement important et un temps de maturation relativement lent, en fait, les plus jeunes jouent. Et les plus jeunes apprennent en jouant. Et donc c'est fondamental dans les apprentissages d'une bonne partie des mammifères, et c'est pour ça que c'est aussi important chez nous. Donc c'est pas surprenant, nous sommes aussi des mammifères avec des temps de maturation lents, et donc le jeu est un environnement auquel on a le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur, c'est juste essentiel. Et le droit à l'erreur et le droit à la bienveillance, c'est essentiel, et c'est ce qu'on retrouve dans le jeu, et c'est pas que pour les enfants. Un jour, quand je parlais de ça à l'ESEN, il y a quelqu'un qui m'a dit que la bienveillance, c'était comme les bonbons Haribo, c'était que pour les enfants. Non, je ne crois pas. Je pense que la bienveillance, c'est pour tout le monde. Et la bienveillance, c'est accepter qu'on peut faire des erreurs, mais ça doit être couplé à une exigence qui est de chercher à progresser. Et donc, on ne doit pas opposer bienveillance et exigence. Elles sont couplées parce qu'on est perfectible et on peut chercher à progresser. Donc, je pense que ça, c'est un des points essentiels. Et la formation, c'est ça. À quoi elle sert? Elle sert à nous aider à progresser, à nous aider à nous adapter aux nouveaux défis que l'on peut rencontrer dans sa classe ou dans sa vie, suivant les métiers qu'on peut avoir. Mais je pense que ça, c'est juste essentiel. Et donc, arriver à repenser cette formation, et on pourrait, par exemple, contribuer à faire évoluer même ce lieu de formation et de développement personnel et professionnel qu'est celui-ci, peut-être en pensant d'autres activités. J'en donnais... En déjeunant, on en a évoqué deux tout à l'heure. Imaginez que quand vous vous inscriviez à ce congrès, chacun d'entre vous soit invité à dire ce que vous avez appris de plus important cette année. Je suis sûr que vous avez tous appris au moins quelque chose cette année. Je ne sais pas quoi, mais c'est à vous de le savoir. Et si c'était quelque part sur votre badge, je ne sais pas, et puis peut-être en haut du badge et en bas du badge, il pourrait y avoir écrit ce que vous voudriez apprendre cette année. Eh bien, quand vous vous rencontriez, vous pourriez discuter non seulement sur vos prénoms et noms, parce que c'est joli d'avoir son nom et son prénom sur un badge, mais il y a de la place sur ces badges. Ils sont beaux, mais on pourrait écrire d'autres choses. On pourrait organiser un espèce de forum, parce que les pauses café, c'est vachement sympa, on mange très bien ici, etc. Mais est-ce qu'on pourrait discuter et échanger de quelles sont les questions que je me pose, quelles sont les choses que j'ai déjà appris, qu'est-ce que je suis prêt à transmettre à un autre? Et comme ça, on pourrait créer des collectifs qui s'auto-organisent pour apprendre. On peut le faire sur un badge, en version papier, on peut le faire en version numérique, pour que même ceux qui ne sont pas là puissent éventuellement bénéficier de ça. Et on pourrait avoir une carte de France où la diversité que vous représentez puisse dire, eh bien, en Corse, voici les questions qu'on se pose, à Lille, voici les questions qu'on se pose, et voici des gens qui ont appris telle chose et qui sont prêts à le mutualiser. Donc en fait, créer des collectifs apprenants, c'est sûr que si l'institution donnait plus d'heures pour la formation et le développement professionnel, ce serait beaucoup mieux. C'est ce qui se fait dans d'autres pays, et moi je milite, y compris à chaque fois que je vois le ministre ou un certain nombre d'acteurs qui peuvent prendre ce genre de décision, je milite pour que ce soit mieux organisé et que vous soyez plus entendus dans ce genre de situation. Mais je pense que rien qu'à votre niveau, vous pouvez déjà organiser des choses. Je rajoute
dans la série des perspectives qui peuvent peut-être intéresser certaines et certains d'entre vous, il y a un appel d'offres du gouvernement en ce moment pour ce qui s'appelle les SP du futur. Vous savez, les SP, c'est l'endroit où on forme les enseignants. Donc c'est quoi les SP du futur? C'est à inventer. Personne ne sait ce que c'est que les SP du futur, mais chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut contribuer à la réinventer. En tout cas, c'est comme ça que nous, on va répondre à cet appel d'offres, en essayant de se dire comment est-ce qu'on mobilise l'intelligence collective de l'ensemble des enseignants pour penser l'SP du futur, pour penser la formation initiale, pour penser le développement professionnel, pour penser le développement personnel, pour penser l'accompagnement tout au long de la vie dans ce beau métier. Comment est-ce qu'on crée des collectifs qui s'interrogent sur comment est-ce qu'on accompagne un enfant autiste ou comment est-ce qu'on accompagne un enfant syrien qui a vécu un certain nombre de tragédies. C'est pas forcément facile. Quand on est seul à se poser cette question, on peut se sentir très démuni. Mais si on sait qu'on est des centaines à travers la France à se poser la même question, à ce moment-là, on peut ensemble essayer de réfléchir parce qu'on a tous peut-être un bout de solution, et peut-être que ces différents bouts de solution, si on sait les réassembler, ils vont nous amener à faire des choses intéressantes. On peut créer des plateformes numériques dans lesquelles on mutualise les questionnements, on mutualise les réponses, et on peut apprendre les uns des autres. Et si ces plateformes ne sont pas fermées et accessibles uniquement à ceux qui ont un numéro d'identifiant de l'éducation nationale, mais sont ouvertes à tous, eh bien on peut bénéficier des apports d'autres personnes. On peut bénéficier des gens qui travaillent en crèche, qui peuvent se poser ce genre de questions. On peut travailler avec des travailleurs sociaux, on peut travailler avec des parents, on peut travailler avec des informaticiens, on peut travailler avec des psychologues, avec des chercheurs français ou étrangers. On peut mutualiser et mobiliser l'intelligence collective le plus largement possible. En tout cas, nous, on va travailler dans ce sens. On essaye de repenser ce genre de choses. On a effectivement créé un certain nombre de MOOC. Vous savez, ces MOOC, c'est ces fameux cours en ligne que chacun peut suivre. Ils sont gratuits, ils sont disponibles sur le site de France Université Numérique et sur les sites de Canopé. Mais fondamentalement, ces MOOC, il y a 20 000 enseignants qui se sont inscrits au MOOC que les Saventuriers on peut produire, donc qui invitent à questionner l'enseignant au questionnement, qui invite l'enseignant à accepter le questionnement des enfants, parce que je ne sais pas comment ça se passe en maternelle, mais il y a certains niveaux où le questionnement est plus ou moins favorisé. Je ne sais pas si vous savez, mais le pic de questionnement, par exemple, c'est à l'âge de 4 ans. Est-ce qu'on sait nourrir ce questionnement? Est-ce qu'on sait le catalyser et le canaliser? Parce que ce n'est pas forcément facile s'il y a toutes les questions qui partent dans tous les sens tout le temps. Mais comment est-ce qu'on accompagne? Comment est-ce qu'on passe d'un questionnement individuel à un questionnement collectif? Et donc, de même que vous pouvez vous poser des questions individuellement et collectivement en tant qu'adulte, eh bien, les enfants aussi peuvent se poser des questions individuellement et collectivement. Et de même qu'on peut essayer de s'organiser en tant qu'adulte, on peut aussi contribuer à organiser le questionnement des enfants. Et c'est probablement ce que certains d'entre vous font régulièrement de toutes les manières. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça? Comment est-ce qu'on crée une société dans laquelle eh bien, on a le droit de se questionner? Je dis ça parce que moi, il y a une petite quinzaine d'années, un peu moins maintenant, quand mon fils est arrivé en primaire, sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et voilà, donc moi, je ne souhaite pas vivre dans une société où les enfants n'ont pas le droit de poser des questions. Je pense que dans un monde où les réponses sont accessibles en quelques clics, ce qui compte, c'est la qualité du questionnement. Je pense qu'un jour, on sera évalué sur la qualité du questionnement. Si on est évalué, ce n'est pas votre cas, mais si le système scolaire est essentiellement basé, moi j'ai été sélectionné comme ça, sur la capacité à mémoriser et à calculer, je peux vous dire, n'importe quel outil numérique mémorise et calcule mieux que n'importe quel polytechnicien ou normalien ou ce que vous voudrez. Donc ça n'a plus de sens de sélectionner uniquement sur ces critères. Par contre, il y a tout un tas d'autres qualités qui sont spécifiques à l'être humain, qui ne sont pas dans les machines et qu'il faut savoir développer. Et en l'occurrence, c'est ce que vous faites. En maternelle, vous n'êtes pas tellement sur la mémorisation et le calcul, même s'il y en a peut-être un petit peu, vous êtes sur aider des êtres humains à grandir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont probablement être disruptés par les machines. Je ne pense pas que le vôtre le sera. Parce que je pense que le vôtre est au cœur de ce qui est plus beau chez l'humain, qui est d'aider d'autres humains à grandir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, j'espère. Mais je pense que ce n'est pas forcément exactement la même manière. Il faut donc qu'on repense à la fois votre activité et peut-être celle des classes où il y a des enfants plus âgés, parce que systématiquement, on doit se poser cette question de c'est quoi le propre de l'homme et de la femme? Comment est-ce qu'on développe ces capacités d'empathie, d'esprit critique, de créativité, de vivre ensemble? Et toutes ces capacités, c'est ça que vous savez développer. Et en particulier, on peut les développer dans des jeux. Et je pense que là aussi, le jeu est un excellent environnement de simulation
de la créativité, de simulation des règles de vie, de simulation du vivre ensemble. Et tout ça, ça contribue au développement des enfants. Et vous l'avez bien compris, c'est pour ça que vous avez choisi STEM cette année. Donc je vais pas. Puis il y a plein d'autres spécialistes qui parlent de ça. Donc je ne voudrais pas être trop long, je préfère essayer d'ouvrir le débat comme on a essayé de le faire en avant-propos pour ceux qui étaient arrivés en avance, ce qui est rare. Moi, je n'arrive jamais en avance, mais pour une fois, je l'étais, donc j'étais content de pouvoir avoir ce petit échange. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je préfère essayer d'interagir avec vous, soit tout de suite, soit peut-être sur Twitter ou dans d'autres circonstances. Mais cette idée, en tout cas, de repenser la formation des enseignants, de partir de vos questions, de partir de vos besoins, ça me semble absolument essentiel. Donc, c'est sûr que nous, on ne fera pas ce genre de choses tout seul, mais on est ravis de pouvoir le faire avec des enseignants qui souhaitent se poser ce genre de questions. On a créé un certain nombre de formations qui vont de la licence au doctorat, des diplômes universitaires, des MOOC, etc., qui sont évidemment ouverts aux enseignants. Et pour ceux qui sont à Paris ou qui passent à Paris de temps en temps, n'hésitez pas à venir voir à quoi ça ressemble. On a un Game Lab, par exemple, où vous pouvez venir créer des jeux. On a tout un tas de choses qui sont ouvertes aux communautés. Notre mission, c'est d'aider ceux qui veulent réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective. Donc si vous avez l'impression de faire partie d'une de ces catégories au moins, n'hésitez pas. On peut éventuellement essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Donc s'il y a des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Quelle place accorder à l'auto-formation ? Autant que vous en voudrez. Je pense qu'elle est essentielle, mais par définition, ça dépend de chacun d'entre vous. Et je pense que c'est essentiel. Moi, je peux vous dire que la plupart de ce que j'apprends, je l'apprends en discutant avec les autres, en lisant des choses. Je vous avoue que j'ai jamais été à une séance de formation continue de ma vie, d'accord ? Mais j'ai jamais arrêté d'apprendre de ma vie. Donc l'auto-formation ou la formation par les pairs, la formation dans des contextes tout sauf formels, je pense que c'est essentiel. J'ai discuté avec la ministre du Travail qui est en train de mettre en place le compte personnel de formation, où normalement chaque salarié français, et ça devrait inclure les fonctionnaires et donc les enseignants, va être doté de 500 € par an pour choisir ce qu'il voudra apprendre. Et la question, c'est est-ce que c'est dans une offre qui est fermée ? Et si oui, par qui définit le contenu, ou est-ce que c'est une offre qui est aussi ouverte que possible ? Mais vous avez probablement appris des choses sur Wikipédia ou sur YouTube ou en lisant des livres, et c'est bien naturel, c'est comme ça qu'on fait tous aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on valorise ce genre de choses ? Comment est-ce qu'on peut avoir un espèce de carnet de développement personnel et professionnel où on puisse partager ce que l'on souhaite avec qui on le souhaite ? Ça me semble important, parce que ça peut nous aider à d'abord développer la réflexivité dans cette auto-formation, et ensuite développer la capacité à partager ce que l'on a fait avec d'autres, parce que d'autres peuvent être intéressés par ce que l'on a appris à sa manière. Donc moi, je milite pour qu'on crée, par exemple, un espèce d'OpenStreetMap, pour ne pas dire un Google Map, de la connaissance, où vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller, et vous avez des chemins qui vous sont indiqués, que vous pouvez prendre en auto-formation ou en formation qui peuvent exister, parce que de même que sur des cartes physiques, on peut choisir le moyen de transport, il faudrait choisir le moyen de formation dans l'espace des connaissances. Moi aussi, j'ai une question. Du coup, je voulais en savoir un peu plus sur le Game Lab dont vous avez parlé. Je n'ai pas vu qui m'a posé la question, mais... De là. D'accord, merci. Et donc, en fait, c'est un labo dans lequel on a des game designers qui contribuent à aider des étudiants, des chercheurs et des enseignants à créer des jeux. Et donc, on a créé ça il y a quelques années. Par exemple, une des choses que les étudiants ont commencé à faire, c'est des escape games, des jeux où on s'échappe seulement si on sait résoudre une énigme. Et ce qui est intéressant, c'est que des enseignants du supérieur se sont rendus compte que c'était très formateur pour des enseignants du supérieur. Donc je pense que ça peut marcher à tous les niveaux, hein. Et donc vous pouvez créer ce genre de choses. Donc on a nos étudiants co-design avec ces game designers des jeux régulièrement. C'est ça qu'on fait dans ce Game Lab. Oui, je souhaiterais connaître votre avis sur les principes du portfolio et peut-être avoir votre analyse sur les difficultés que ça peut engendrer quand on veut le mettre en place, y compris avec les adultes ou encore avec les enfants, même au niveau de l'école maternelle, si on pense à l'inscrire dans ce que les programmes de 2015 appellent l'évaluation positive. Donc les portfolios, il y a plusieurs types de questions derrière. C'est par exemple, est-ce qu'il faut un portfolio par niveau ?
Par exemple, les grandes écoles qui ont mis en place, les grandes écoles d'ingénieurs qui ont mis en place des portfolios, les ferment dès que leurs étudiants sont sortis, comme s'ils arrêtaient d'apprendre. Après, ils disent, c'est dommage, ils viennent plus nous voir en formation continue. Donc, si on a des injonctions paradoxales de ce type, ça fonctionne pas. Donc, moi, je pense qu'il faut un portfolio à vie, de même qu'on a un carnet de santé à vie. Je pense qu'il faudrait un carnet d'apprenants à vie. Par contre, je pense qu'il faut fondamentalement respecter la vie privée. Mais c'est aussi vrai d'un carnet de santé. Vous ne voulez pas raconter à tout le monde toutes les difficultés de santé que vous avez eues à différents moments de votre vie. Par contre, vous voulez pouvoir partager ce que vous avez choisi de partager et de publier dans votre portfolio ce que vous souhaitez partager et avec qui vous le souhaitez le partager. Vous pouvez avoir un droit à l'oubli. Enfin, il y a tout un tas de principes comme ça. Mais de mon point de vue, ça devrait être un service public. D'accord ? Ce qui ne veut pas forcément dire une bureaucratie, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne doit pas être suradministré, ça doit être, mais il doit y avoir des garanties de respect de la vie privée et de fait qu'on ne va pas utiliser ça pour vous vendre des savonnettes ou je ne sais quoi. Donc ça me semble très important. Mais je pense qu'on a besoin donc d'un portfolio et il faut inventer des dispositifs qui font qu'ils soient faciles à utiliser. Et qu'on ait le droit d'y mettre, y compris des erreurs, et qu'on ait le droit de les corriger par la suite, etc. Parce qu'on apprend beaucoup de ces erreurs et il faut encourager les gens à expliquer dans leur portfolio leur courbe de progression. Et ça me semble très important. Et si on sait partager ça, si on a beaucoup de portfolios partagés, en fait, on a beaucoup de trajectoires de vie et d'apprentissage partagés. Et à ce moment-là, on peut s'inspirer les uns les autres. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut passer de telle filière à telle autre, qu'on peut se réinventer plein de fois dans sa vie. Quand on voit le nombre de jeunes qui sont angoissés par les problèmes d'orientation, si on leur expliquait qu'en fait, il y a plein de gens qui ont pris plein de virages, ça les déstresserait peut-être un petit peu plus. Donc ça, c'est le genre de choses qui est très importante et ça peut contribuer à cartographier l'espace des connaissances et les apprentissages tout au long de la vie. Et donc si demain je veux me mettre à la robotique, quel est le plus court chemin pour aller de là où je suis à la robotique si je pense que c'est un élément important pour mon apprentissage? Ou si demain j'ai quelqu'un dans ma famille qui est gravement malade, tout d'un coup je veux savoir plein de choses sur cette maladie, par où je passe? Comment est-ce que je trouve des ressources qui sont pertinentes? S'il y a d'autres qui les ont identifiées et qui les ont validées, à ce moment-là, ça sera une grande aide pour m'aider à m'orienter. Dans votre rapport, vous parlez de la création de tiers-temps et de tiers-lieux. Alors, j'ai envie de rêver un petit peu. Dites-nous, qu'est-ce qui pourrait être créé au niveau de l'école maternelle? Parce que j'ai vraiment l'impression que ces espaces-temps me manquent. Ouais, je pense que une des meilleures manières de progresser ou de faire progresser un apprenant, quel que soit son âge, que ce soit un élève ou un enseignant en particulier, c'est de lui donner du temps pour la réflexivité. Donner-lui du temps pour réfléchir sur son activité, sur ce qui le fait progresser, sur ce qui le motive, sur ce qui lui donne envie d'avancer. Et donc ça me semble essentiel. Donc il faut donner ce temps. Et idéalement, il faut donner du temps qui soit mutualisable, c'est-à-dire du temps et des espaces où on puisse rencontrer d'autres qui se posent le même type de questions ou qui ont peut-être un temps d'avance sur ce questionnement et qui peuvent nous aider. Tout à l'heure, à table, dans la série tiers-temps un peu impromptu, l'une d'entre vous témoignait du fait qu'elle aimait bien les grèves, parce que quand il y avait une grève, elle pouvait poser un jour de grève pour aller visiter la classe de quelqu'un d'autre. C'est un tiers-temps un peu original, on en conviendra. Donc est-ce qu'on peut trouver d'autres manières d'accompagner ce genre de volonté d'aller voir ce qui se passe ailleurs, qui est en fait super formateur? Et donc évidemment, ça suppose un peu d'organisation. Alors soit on organise des grèves régulièrement, ce qui est une option, soit il faut penser d'autres dispositifs. Et c'est peut-être un deal à faire avec le ministre. Je ne sais pas, peut-être qu'il serait content de savoir qu'il y aura moins de grèves, parce qu'en fait, la grève, elle sert d'abord et avant tout au développement professionnel et personnel des enseignants qui se retrouvent et qui peuvent enfin échanger dans un tiers-lieu qui se trouve être le pavé. Mais voilà, je plaisante, mais qu'à moitié. Je pense qu'il y a quelque part un besoin, y compris des organisations syndicales ou des associations comme la vôtre, de revendiquer ces tiers-lieux et ces tiers-temps. Parce qu'effectivement, on peut demander, bien sûr, des augmentations de salaire, bien sûr, des réductions d'effectifs dans les classes et tout ça, mais si on diminue les effectifs d'1%, ça ne va pas tellement avoir un impact évident. Par contre, si on a 1% de plus
pour se former. Typiquement, le 1% formation, il est présent dans tous les autres métiers ou presque. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas disponible pour les enseignants? Si on avait 1% pour la recherche, je pense que l'éducation progresserait beaucoup plus vite. Hein, dans la recherche biomédicale ou dans les technologies, c'est plusieurs pourcents qui sont mis. C'est comme ça qu'on fait progresser l'espérance de vie, c'est comme ça qu'on développe de nouvelles technologies, c'est comme ça qu'on améliore les transports. C'est en investissant dans la R&D. Donc on a besoin d'investir dans la R&D et dans la formation, et dans le couplage formation-recherche, parce que c'est ça qui est le garant du développement personnel, professionnel, et in fine de l'ensemble du développement de l'éducation nationale. Et un système qui n'investit pas dans son évolution, un individu qui n'investit pas dans son évolution, court le risque d'être toujours plus dépassé par l'ensemble des évolutions du monde. Et dans un monde qui va en s'accélérant, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre ce temps de la réflexion et de créer des lieux de réflexion. Mais quelque part, on peut tous essayer d'hacker son propre emploi du temps. Mais c'est plus ou moins facile. On a des contraintes familiales, on a des contraintes personnelles qui font que ce n'est pas toujours facile. En tout cas, ça peut dépendre des moments de la vie. Mais je pense que c'est à la fois une responsabilité personnelle et en même temps, c'est fondamentalement, je dirais, un combat politique par certains côtés pour obtenir ça, parce que ça existe dans d'autres pays et c'est des pays qui font progresser leurs élèves. Donc si ce ministre, comme les précédents ou les suivants, cherche à faire progresser les élèves, il faut qu'il en donne les moyens aux enseignants. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Dans le rapport que vous avez remis aux 3 ministres il n'y a pas si longtemps dans l'éducation nationale, qui est société co-apprenante, etc., il y a une phrase que j'aime bien juste en dessous du titre, qui montre bien la dimension mondiale de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette phrase? En fait, on parle pas mal du Panthéon, en particulier ces jours-ci. Et sur le Panthéon, si mes souvenirs sont bons, il y a écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Vous vous souvenez de cette phrase, probablement? Donc ce qu'on a mis en exergue sur le rapport, c'était une phrase qui m'est venue en passant devant ça. D'abord parce que quand on fait rencontrer des femmes parmi les grands hommes, déjà ça pose des questions de genre quand même. Et puis moi je crois plus à l'intelligence collective qu'à l'intelligence de quelques-uns. Et donc on a décidé ce qu'on a mis en exergue sur le rapport, c'est à l'intelligence collective, la planète reconnaissante. D'accord ? Et donc l'idée c'est qu'on veut mobiliser l'intelligence collective fondamentalement, et on veut la mettre au service de l'ensemble de la planète. Et pas simplement de la patrie, parce que travail, famille, patrie, enfin, il y a tout un tas de choses qui sont un peu compliquées autour de ce genre de concept. Et donc, moi, je me sens à la fois citoyen de mon village, de ma ville, de ma région, de mon pays et de ce continent, mais aussi, et peut-être avant tout, de la planète. Parce que ça, c'est facile, ça ne changera pas, même si je voyage un jour. Avant que je change de planète, il va falloir un peu de temps. Et donc, je pense que la planète, on n'en a qu'une, et il faut qu'on en prenne tous soin. Et donc, il faut qu'on sache mobiliser l'intelligence collective au service de la planète. Et on peut inviter tous les acteurs, et à commencer par tous les plus jeunes, à s'interroger sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin d'eux, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Et je pense qu'un système éducatif qui se pose cette question, de savoir comment est-ce qu'on accompagne les jeunes pour qu'ils prennent soin d'eux, des autres et de la planète, c'est un système éducatif qui les aide à devenir des citoyens du monde et pas simplement des citoyens d'un territoire ou d'une patrie. Merci pour la question. Je voudrais avoir un éclaircissement concernant la formation. Si je suis votre raisonnement, elle répond forcément à une question qu'on se pose. Donc, quid de l'impact sur le développement des personnes, sur le plan professionnel, si elle ne répond pas à une question? C'est-à-dire que si la formation nous est imposée, par exemple, sur un sujet particulier, mais pour lequel on ne se pose pas de questions. Je pense qu'on a tous subi ce genre de formation, au moins en formation initiale. Et qu'est-ce qu'on en a gardé, quoi? Donc c'est même une perte de l'argent public. Si vous imposez des formations à des gens qui ne veulent pas écouter et qui ne veulent pas mémoriser, la probabilité qu'ils s'en souviennent le lendemain est faible, et a fortiori des années plus tard. Si vous leur apportez quelque chose qui correspond à leurs besoins, ça les transforme et donc ça aura un effet pérenne. Donc c'est juste même une question de bon usage des deniers publics. Et je pense que c'est juste, pour moi, une évidence, mais malheureusement, ça ne semble pas être une évidence dans la manière dont on va structurer une partie des offres de formation telles qu'elles existent aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, moi je crois beaucoup aux apprentissages par les pairs.
C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprendre les uns les autres. Et ça, comment est-ce qu'on l'organise? Est-ce qu'on donne du temps pour ça? Comment est-ce qu'on décide ensemble d'apprendre quelque chose? Parce que si on l'apprend collectivement, alors on va l'implémenter collectivement et à ce moment-là, on va être capable de transformer éventuellement son établissement, voire son territoire et au-delà. Juste pour rebondir sur ce que disait la dame, comment en formation initiale, par exemple, créer, c'est-à-dire chez des M1, M2, comment créer cette dynamique-là de questionnement collectif? Parce que certains passent le concours, par exemple, donc du coup, il ne vaut pas tant la formation. En même temps, ils font un mémoire, ils sont très préoccupés, ils ont des préoccupations très personnelles. Donc comment faire pour créer cette dynamique? Alors, on est en train de repenser ce qui se passera. Est-ce que c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Je pense que c'est sûr que l'année d'un concours, c'est pas forcément l'année où on a le droit de se poser le plus de questions, sauf si on met des questions, ou en tout cas des projets personnels et professionnels et éventuellement collectifs au cœur du concours. Et ça se fait dans certains endroits. Typiquement, dans les grandes écoles d'ingénieurs, les élèves ont le devoir de créer un projet personnel. Et éventuellement un projet collectif. Et donc, s'il y avait une épreuve sur quelles questions vous êtes posées pendant votre scolarité à l'ESP, eh ben, ils se poseraient des questions, parce que tout d'un coup, ils n'auraient juste pas le choix. Donc, je pense qu'on peut organiser les choses comme ça. Moi, j'ai passé un concours pour devenir chercheur. Ce concours pour devenir chercheur, c'est quelles questions je me suis posées, quelles réponses j'ai trouvées. Donc, en fait, on peut organiser des concours dans lesquels on met en place quelque chose où on suggère de se questionner. Mais je pense que moi, j'ai un grand problème à vous parler dans un amphi de manière unidirectionnelle. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un minimum d'interaction avec vous. Mais c'est sûr que si on veut parler d'enseignement participatif dans un amphi, c'est pas facile. Si on veut parler de questionnement pour les étudiants, il faut leur donner l'espace, le tiers-lieu, le tiers-temps, qui leur permettra de se questionner. Ça me semble essentiel. Il faut éventuellement dire, mais vous êtes des centaines, parmi les centaines que vous êtes, certains se posent probablement les mêmes questions. Donc nous, ce qu'on organise au niveau du CRI, c'est qu'on a des centaines d'étudiants et on les invite à s'auto-organiser par question, par sujet qu'ils ont envie de traiter. Et éventuellement, c'est des activités extracurriculaires qui peuvent éventuellement devenir des activités qui sont mises dans leur portfolio, pour le coup, d'apprenants, et avec des suppléments au diplôme, ou voire même, on a créé des diplômes qui sont uniquement basés sur les questions que les étudiants se posent et les projets qu'ils sont capables de créer. Donc en fait, on peut repenser, y compris la manière dont on forme. C'est sûr que si on veut transformer le système, il faut avoir une approche systémique du changement. Et donc, il faut systématiquement se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le questionnement à tous les âges de la vie, l'apprentissage à tous les âges de la vie. Comment est-ce qu'on peut, je sais pas moi, aider les femmes enceintes à se poser des questions? Parce que si elles se posent des questions enceintes, alors elles pourront accompagner plus facilement peut-être le questionnement de leurs enfants par la suite. Donc, il faut avoir une vision systémique tout au long de la vie, en pensant chacune des étapes. Quand on est promu dans l'éducation nationale dans d'autres pays que le nôtre, on est invité à aller voir à l'étranger comment ça se passe. On est invité à s'ouvrir à d'autres dimensions. Et donc c'est ce genre de choses. Si on voyage, on s'aperçoit que le monde n'est pas organisé de manière monolithique. On s'aperçoit qu'il est en mouvement dans plein d'endroits et on peut apprendre de ces différents mouvements. Donc si on a des étudiants à l'ESP qui partent en Erasmus, on peut leur dire, mais racontez-nous ce que vous avez vu en Finlande ou au Danemark ou en Italie et mutualiser. À votre avis, est-ce que ce serait possible ici? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir l'implémenter? C'est ce genre de choses où on peut utiliser, encore une fois, cette intelligence collective distribuée qui explore le monde. Je pense que, je vais peut-être finir là-dessus, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais c'est probablement la fin. Il va falloir terminer. Donc si c'est le mot de la fin, j'ai fait très peu de latin, mais je me souviens d'une citation qui est « errare humanum est ». L'erreur est humaine, mais c'est aussi l'errance qui est humaine. C'est l'exploration qui est humaine. Et donc si on a le choix entre exploiter ce qu'on connaît déjà ou explorer de nouvelles choses, c'est une question qu'on se pose depuis toujours, et d'ailleurs même un certain nombre d'animaux se posent ces questions régulièrement, même s'ils n'en ont pas forcément autant conscience que nous. Mais je pense que comme on est dans un monde où une partie de ce qu'on exploite s'épuise, il va falloir explorer de nouvelles choses. Comme on est dans un monde où les machines exploitent toujours mieux, il va falloir que les humains explorent toujours plus. Et donc il faut explorer, il faut questionner,
Et il faut le faire collectivement parce que quand on explore, il y a des explorateurs qui sont morts tout seuls sur la banquise. Mais si on n'a pas le bon équipement, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas un collectif bienveillant qui nous aide à explorer, c'est forcément plus difficile. Donc je pense qu'il faut apprendre à explorer et vous avez la responsabilité d'une partie des plus jeunes. Donc je pense que vous pouvez déjà, vous, les inviter à explorer en explorant vos propres métiers au quotidien. Et cette capacité qui, à mon avis, fait partie d'une des caractéristiques de l'humanité, en particulier quand on la compare aux machines, me paraît absolument essentielle. Merci en tout cas. Merci beaucoup.